Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Guinée, notre dossier du jour sera consacré au nouveau partenariat privilégié du pays qui n'est autre que le Maroc. Au sommaire également, la 4e session du Parlement panafricain se poursuit en Afrique du Sud. Les députés souhaitent renforcer leur participation dans la résolution de conflits. Et puis en Tunisie, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections a présenté sa démission ce mardi, une démission qui intervient à quelques mois des premières municipales post-révolution. Avec nous sur ce plateau pour en parler, M. Aboubacar Fofana, bonsoir. Bonsoir, Gadila. Vous êtes économiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également M. Mahmoud Mara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Et sans oublier notre éditorialiste Jean-François Akandi-Kombe. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Kazela, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Tout de suite, c'est l'info du jour. Je vous le disais en introduction, les parlementaires africains sont réunis depuis le 8 mai 2017 en Afrique du Sud. Et pour cette 4e session, l'accent est mis sur la sécurité, le grand défi de l'heure. C'est un reportage de Djibril Fofana, notre envoyé spécial en Afrique du Sud, commenté par Idelette et Mirabel Bissot. Le Parlement panafricain s'implique dans la résolution des conflits en Afrique. Dans ses attributions, cet organe législatif accompagne l'instance panafricaine dans ses missions de maintien de la paix à travers les actions de sa commission permanente sur la coopération, les relations internationales et la résolution des conflits. Dans de nombreux foyers de crise, cette commission a joué un rôle de premier plan dans l'apaisement des tensions et a permis de ramener des belligérants à la table des discussions, notamment dans le cadre de la crise politique au Burundi en 2015. As a committee, we are entrusted with the responsibility to ensure that wherever there is conflict. En tant que commission chargée de la résolution des conflits, partout où il y a un conflit ou une situation conflictuelle sur le continent, nous prenons les dispositions pour nous y rendre, pour recueillir les informations sur les prétentions des différents protagonistes. Nous engageons les discussions et rendons compte à la plénière du Parlement panafricain. Les résolutions qui en sont issues sont soumises à l'Union africaine qui prendra des décisions. And then the resolutions that are taken there would be taken to the African Union so that the actions are taken. La conflictualité est un obstacle au développement du continent africain. Un des principaux foyers de tension qui polarise l'attention des parlementaires est le Soudan du Sud. En proie à une résurgence de violence depuis quelques années, la situation sécuritaire et humanitaire y est alarmante. En août 2016, sur la demande de l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'une force régionale de protection de 4000 hommes. Dans les prochains jours, nous déploierons une mission au Soudan du Sud compte tenu de l'escalade de la situation sécuritaire et de la catastrophe humanitaire. À l'instar du succès de la mission que nous avons menée au Burundi il y a quelques années, nous allons y rencontrer tous les belligérants et les inviter à suspendre les affrontements en privilégiant la négociation. Outre le Soudan du Sud, d'autres foyers de crise sont dans l'agenda du Parlement africain, notamment la tension entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Parallèlement, les parlementaires africains s'engagent également à réaliser la stratégie Silent Singon de l'Union africaine qui vise à réduire au silence les armes à feu d'ici à 2020. Okay. Alors, Jean-François, concrètement, quel rôle peut jouer cet organe qui n'est pour l'heure que consultatif dans la résolution des conflits en Afrique ? C'est un organe consultatif, donc évidemment il ne prend pas de décision, mais je trouve que c'est un organe qui donne un signal extrêmement intéressant pour l'Afrique. Jusqu'à maintenant, la situation réelle est celle dans laquelle nous avons l'Union africaine, c'est d'abord une agence de chefs d'État, c'est-à-dire de copains qui sont au gouvernement et qui se retrouvent de temps en temps, qui se congratulent mutuellement quand ils ont réussi des élections ou un coup, et puis qui discutent accessoirement des questions du continent. En tous les cas, plus sérieusement, les questions de paix, de sécurité ou les questions économiques ont toujours été considérées comme la chasse gardée des chefs d'État. Et il me semble que ce signal-là, c'est ce que fait actuellement le Parlement panafricain, c'est montrer que même pour des questions aussi graves que les questions de sécurité, les questions de paix, les questions de conflit, il faut faire jouer le jeu démocratique. Le Parlement peut être une source de propositions en
un organe de proposition extrêmement important. À l'Union africaine, jusqu'à maintenant, on n'est qu'au balbutiement, mais je note aussi que sur le continent africain, c'est un mouvement qui est en train de s'étendre. Il y a eu une initiative de paix qui a été prise par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je crois, récemment. Il y a une initiative de paix qui est en train d'être prise par l'Assemblée nationale de République centrafricaine et la première réunion a eu lieu cet après-midi. Donc nous avons cette tendance qui, pour moi, est une tendance vertueuse. La paix n'est pas seulement une question des gouvernants et de l'exécutif, c'est une question qui concerne toute la nation. Et il faut y introduire aussi le débat démocratique. Alors, Monsieur Mara, pour que ce Parlement, finalement, ait un rôle vraiment important, il faudrait peut-être qu'il ait un pouvoir législatif, ce qui peine à se mettre en place. Comment expliquer finalement les réticences des gouvernements africains à donner à ce Parlement plus de pouvoir? Pour l'instant, il n'y a que 14 des 54 États qui ont ratifié la charte révisée de ce Parlement. Mais il est très difficile de voir le problème ici. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-François, c'est que les chefs d'État entre eux-mêmes, certains ne sont pas élus démocratiquement, donc il est difficile que les décisions soient prises. Mais au-delà de ça, ce que je trouve salutaire dans le reportage, c'est que c'est un pas vers la paix. C'est-à-dire, en tant qu'organe consultatif, ils font des propositions. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est concret tant qu'ils n'ont pas véritablement de pouvoir décisionnel? Oui, finalement. le pouvoir décisionnel viendra avec le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un organe qui va faire des propositions, qui va essayer de régler les conflits interafricains. L'exemple aujourd'hui, c'est le Rwanda qui a essayé de régler le problème rwandais entre Rwandais à travers la culture sociale rwandaise pour régler un problème qui est quand même extrêmement grave. Donc la mise en place de ce Parlement, en tout cas l'organe consultatif du Parlement, permettra ici d'aller encore plus loin. Le plus important, c'est déjà les idées. Les idées sont mises en place. Après, les moyens d'avancer le processus, c'est un autre cas. En parlant d'idées, justement, Monsieur Fofana, quand on évoque les conflits en Afrique, on pense forcément au terrorisme. Est-ce que le Parlement panafricain, dans sa posture législative, pourra apporter une contribution à la lutte contre le terrorisme par l'harmonisation des législations, par exemple? Certainement, par l'harmonisation des législations. Mais par contre, pour ce qui est du traitement du terrorisme, cela relèvera plutôt des chefs d'État, donc de l'Union africaine. Bon, je remarque une chose, c'est que les problèmes sont remontés au niveau continental. Avant, qu'est-ce qui se passait quand il y a un conflit dans un coin? On se réunit entre 2-3 chefs d'État, on prend des décisions qui ne sont pas toujours heureuses. Et là, à l'image de ce qui se passe déjà en Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO, c'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que la CEDEAO est en avance sur pas mal de points. Sur l'organisation sous-régionale, maintenant on monte vers une organisation régionale. Et donc c'est une bonne chose que, même si c'est un avis consultatif pour l'instant et qu'il n'y a que 14 États qui aient ratifié le statut révisé de ce Parlement, le seul fait qu'il soit est une avancée. Graziella, juste une seconde, je voudrais quand même pas que... Moi, je suis un fervent défenseur d'un Parlement panafricain qui a du pouvoir, et notamment le pouvoir législatif. Mais je crois que là, on n'est pas dans le bon timing pour pouvoir défendre ce pouvoir législatif. De toute façon, les questions de terrorisme, de lutte contre le terrorisme ou de paix, ça engage quoi? Ça engage les forces de sécurité, les forces de défense. Il y a des décisions à prendre qui sont des décisions qui sont du ressort du gouvernement. Donc là, pas de discussion possible dans l'action. L'action est une action gouvernementale. Maintenant, c'est l'orientation, dans quel cadre se place cette action. Là, oui, effectivement, si à l'avenir on pouvait arriver à un Parlement panafricain qui décide des orientations et qui contrôle ensuite, après l'action, que l'action correspond bien aux orientations, je pense qu'on aura fait un très grand pas. Merci Jean-François. Dans l'actualité également, l'annonce a provoqué une onde de choc. À 7 mois des premières élections municipales post-révolution, Shafik Sarsa, chef de l'instance électorale en Tunisie, a démissionné ce mardi. Dans son sillage, 12 de ses collaborateurs ont claqué la porte. On fait le point tout de suite avec Mélina Bokassa. Démission en Tunisie du président de l'instance électorale.
Chafik Sarsar a présenté ce mardi 9 mai 2017 sa démission sans donner de précision sur les raisons de son départ. Deux membres de l'instance, Morad Mouali et Lamia Zargouni, ont également présenté leur démission. Des démissions qui interviennent à 7 mois des premières élections municipales de l'après-révolution de 2011. Conformément au serment que nous avons prêté, d'après lequel nous nous engageons à œuvrer à des élections libres et transparentes, nous avons décidé de démissionner. Créée après la chute de Ben Ali, l'instance supérieure indépendante électorale est chargée de préparer la tenue des élections municipales du 17 décembre 2017. Une démission donc qui pourrait avoir des répercussions sur la tenue de ce scrutin. Un scrutin pourtant essentiel à la poursuite du processus démocratique entamé après la Révolution. Il a été élu à ce poste, il a montré sa compétence, lui et son équipe, et le décourager au point de le voir démissionner, c'est commencer à toucher les fondements de ce qui a jusqu'à maintenant été totalement solide, cette construction démocratique de la liberté en Tunisie, de la liberté de vote. Le président de la République Béji Caïd Essebsi prononcera ce mercredi 10 mai un discours solennel au Palais des Congrès de Tunis sur la situation générale dans le pays. Les raisons de cette démission et ses conséquences sur le processus électoral devront y être évoquées. Alors Jean-François, lors d'un point presse, Chafik Sarsar a déclaré que les valeurs de la démocratie ont été touchées. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il entend par là? Comment analysez-vous cette démission? C'est le grand mystère de cette affaire. On ne sait pas ce qui se cache derrière les mots, on ne peut que spéculer, faire des hypothèses. Et parmi les hypothèses, je pense qu'elle n'est pas oiseuse celle-là, on peut considérer que la commission, qui est une commission indépendante, ne travaillait pas dans des conditions d'indépendance folles. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire l'objet de pressions, peut-être que ce sont les pressions politiques qui l'ont amené à démissionner, ce qui ne serait pas d'ailleurs invraisemblable, parce que même s'il s'agit d'élections locales, même s'il s'agit d'élections municipales, la maîtrise du cadre territorial est déterminant pour les élections à caractère national. Lorsqu'on a son maire qui organise des élections sur son territoire et qui fait partie de votre mouvance politique, c'est toujours avantageux. Et puis, on peut imaginer aussi malheureusement, la Tunisie est décrite, surtout son élite politique également, comme étant frappée parfois du syndrome de la corruption que nous connaissons beaucoup en Afrique. Ça peut être aussi des tentatives de ce type-là, mais en tous les cas, il aurait été bien inspiré, il serait bien inspiré demain ou après-demain à venir dire les vraies raisons pour lesquels il a démissionné, pour nous éviter, nous, d'avoir à regarder dans la boule de cristal que nos téléspectateurs ne voient pas. Mais voilà. Monsieur Marat. Ce que je trouve remarquable dans ce qu'il a fait, ça donne deux symboles assez majeurs. C'est-à-dire que la démocratie est un long processus difficile pour un pays qui sort quand même d'une dictature assez compliquée. Et la deuxième chose, c'est de dire que démissionner en Afrique aujourd'hui est possible. Quand on n'arrive pas à travailler, on peut prendre ses responsabilités, comme il a fait, face au peuple, en disant les valeurs de la démocratie sont touchées au point que je m'en vais avec mon équipe. Et donc, dans le cas précis, on ne sait, je ne pense pas qu'on pourra savoir réellement ce qui a fait qu'il soit parti, mais le processus démocratique va continuer dans la mesure où s'ils ont fait un bon travail, le backup se fera... 12 de ses collaborateurs ont également claqué la porte de l'instance. Monsieur Fofana, est-ce que les chances de voir ces élections municipales se tenir le 17 décembre prochain sont désormais nulles? Est-ce que vous êtes... C'est là mon interrogation, le fait que ce soit une démission collective avec d'autres de ses collaborateurs et que ce soit le même organe qui ait organisé les élections présidentielles. Donc, à contrario, on pourrait lui dire que en ce moment-là, quand il organisait les élections, est-ce qu'il avait les moyens de sa politique? Je pense que la donne n'a pas changé. C'est les mêmes hommes, la même institution. Là, j'ai cru comprendre derrière sa déclaration publique qu'il y a comme un manque de moyens. Non seulement il y a des pressions, mais il y a aussi un manque de moyens
pour faire bien fonctionner l'institution. En général, les élections en Afrique, le véritable motif d'une élection retardée, en général, c'est la liste électorale. Si la liste électorale est assainie, les moyens financiers viendront avec. Mais je pense que s'ils ont fait un travail assez bien ficelé, le backup peut être fait. 12 commissionnaires qui démissionnent, plus le président, à mon avis, il est facile, pas facile, mais en tout cas par consensus, on peut les remplacer et les élections peuvent éventuellement se tenir à la fin de décembre. Voilà, mais précisément, les élections ont lieu au mois de décembre. Nous avons encore le temps. Il y a la machine, ce que vous appelez le back-office, qui est là. Moi, je dirais que s'ils ont les moyens, s'il n'y a pas de mauvaise foi politique à ne pas organiser les élections, parce que c'est aussi l'un des motifs, en règle générale en Afrique, c'est lorsque les présidents ne veulent pas organiser les élections, on nous invente des problèmes de liste électorale et puis on nous invente d'autres choses. Mais s'il y a la volonté politique, je crois qu'on peut remplacer une équipe et il y a dans ce pays suffisamment de personnes compétentes pour pouvoir pourvoir à ça. Alors, très rapidement, Jean-François, oui. le climat est de plus en plus tendu en Tunisie. Oui. On l'a vu, le discours de ce mercredi du président Essebsi ne semble pas du tout avoir calmé les tensions et parallèlement, il y a des grognes sociales qui se poursuivent dans les villes périphériques de Tunis. Est-ce qu'on est à l'abri finalement d'un nouveau mouvement de révolte en Tunisie? À mon avis, on est à l'abri de rien du tout. La Tunisie est l'exemple type du fait que, de ce dont nous ne nous rendons pas compte en Afrique, c'est qu'une révolution est toujours quelque chose d'extrêmement difficile à réussir, surtout après un régime qui a été décrit tout à l'heure, qui a en fait décapité toute l'élite économique, politique, culturelle, etc. Et cette révolution intervient en plus dans un contexte extrêmement compliqué. Le retour à la démocratie, c'est aussi le retour de l'islamisme politique au pouvoir, qui a été la seule force à s'être maintenue pendant toute la dictature. Et donc, même les pays occidentaux qui ont dit, voilà, nous vous avons offert la démocratie, c'est un cadeau empoisonné qu'il faut savoir gérer. Et on est à l'abri de rien, compte tenu du fait, et j'en aurais terminé là, que dans ce contexte-là, il y a une crise sociale, économique profonde en Tunisie. Et souvenons-nous, c'est par ça qu'avait démarré le printemps arabe. Absolument. Merci Jean-François. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.